Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le rebelle capitaliste. Je vous rejoins aujourd'hui pour une lecture d'un article surréaliste qui concerne évidemment le Bitcoin. Qu'est-ce qui est plus surréaliste aujourd'hui que le Bitcoin et les NFTs, les Non-Fungible Tokens? Eh bien pas grand-chose, et je dois dire que c'est un article que j'ai fortement apprécié. Et je voulais vous le faire partager. Il me semble que parfois certaines personnes n'aiment pas forcément lire ou prendre du temps pour lire. Et donc je vous propose d'écouter cet article par mon podcast. Et puis moi, par la même occasion, ça va me permettre de mieux m'imprégner de cette réalité absolument extraordinaire en fait qui nous est décrite dans cet article. C'est un article qui concerne le Bitcoin au Salvador. Vous savez que le Salvador a un président assez particulier qui s'appelle Bukele et qui est en train de ruiner littéralement son pays en faisant le show SHOW et en faisant le show CHAUD, hein, au sens propre comme au sens figuré. Et donc voilà, je vous propose de lire cet article avec vous. Il me semble que c'est une situation, en tout cas la situation récente au Salvador, qui est inconnue du grand public. On a eu beaucoup de publicité sur le Salvador quand le Salvador se proposait de devenir une sorte de nouvel Eldorado du Bitcoin, etc. On en a beaucoup parlé, je dirais, en 2021 et peut-être encore même début 2022. Mais quand le Bitcoin a commencé à casser sa dynamique qui l'amenait, certains disaient à cette époque-là, vers les 100 000 dollars, quand le Bitcoin a commencé à casser cette dynamique, on n'a plus trop entendu parler du Salvador, de son président, en tout cas beaucoup moins. Et il me semble que cette situation récente au Salvador est très largement inconnue du grand public. Et donc je me proposais de vous la faire connaître tout simplement. Il me semble que le Salvador, malheureusement, je le dis vraiment très à regret, comment dire, je me fais le messager, mais c'est pas pour ça que je suis, comment dire, je partage et je me réjouis de cette situation. Mais il me semble que le Salvador est promis au sang, aux sueurs et aux larmes, parce que vraiment, ce qui a été fait là-bas, c'est quelque chose de désastreux, et vous allez en prendre connaissance dans l'article. Alors, au-delà du Salvador, cet article est intéressant parce qu'il permet aussi de tracer des lignes d'évolution sur, je dirais, de nombreux pays finalement d'Amérique latine. On sent venir des évolutions assez importantes dans cette zone du monde. Et le Salvador est un peu, même si le Salvador c'est un État centra-américain, mais enfin, on reste dans la zone, je dirais, latino-américaine. Le Salvador préfigure de nombreuses choses. Au-delà du Bitcoin, il préfigure des évolutions macroéconomiques qui arriveront ailleurs, notamment en Colombie, en Équateur, au Chili. Tous ces pays, en fait, qui, en ce moment même, subissent une instabilité politique assez importante. Vous avez l'extrême gauche, la gauche ou l'extrême gauche, la plupart du temps malheureusement, qui est en train d'avoir une très belle dynamique en fait dans ces pays-là, dans cette région du monde. Et je pense que c'est des pays qui sont en train d'oublier le sens de l'effort, le sens de la droiture, le sens de la rigueur, et qui, comme le Salvador, pensent avoir trouvé des martingales, pensent pouvoir, comment dire, s'en tirer à bon compte sans faire trop d'efforts. Vous me direz qu'en Occident, c'est un petit peu la même chose. Bon, il faut partie de l'Occident, mais je dirais qu'en Europe et aux États-Unis, on a un peu cet état d'esprit, mais en Amérique latine, les problèmes sont décuplés par le fait qu'il y a une diversité de population, qu'on a un capital social moindre, qu'on a une histoire je dirais moins mature. Et donc, je regrette en ce moment voilà, ce qui se passe en Colombie, en Équateur et au Chili notamment, et bien sûr au Salvador. Mais le Salvador est une sorte de tête de proue, de tête de vague qui préfigure ce qui pourrait arriver dans d'autres pays, malheureusement sud-américains. Je dirais aussi que cet article est important parce que il permet de remettre un petit peu en place les choses au niveau de la vraie valeur par rapport au prix. Voilà, c'est toute l'histoire du Bitcoin. Et il me semble que Bukele, le président du Salvador, qui est vu comme un libertarien, un grand libéral, etc., porte atteinte au libéralisme parce que c'est en fait un escroc, c'est quelqu'un d'irresponsable qui fait passer encore une fois le libéralisme pour ce qu'il n'est pas.
Le libéralisme est une théorie juridique qui est fondée sur l'isonomie, l'égalité devant le droit, et qui permet du coup une libre concurrence et donc de récompenser ceux qui amènent la meilleure valeur au groupe. Et donc il y a une fonction sociale et je dirais presque humaniste. Je ne vois pas où est la fonction sociale et humaniste du Bitcoin au Salvador. Pour Bukele, évidemment, voilà, il a été pendant quelques mois au devant de la scène. Maintenant, je pense qu'il va finir de façon très tragique, malheureusement pour lui. Voilà, donc euh, pour finir dans cette longue introduction, je dirais que quand quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est qu'elle n'est pas vraie, bien souvent malheureusement. Et donc malgré les shows, malgré Bitcoin City, malgré voilà, tout cet effort marketing, cet effort formel qui a été fait autour du Salvador et du Bitcoin, je crains que malheureusement c'était trop beau pour être vrai et donc ce n'était pas vrai. Voilà. Donc je vous propose de lire cet article, je me permettrai de le commenter à l'occasion, selon les besoins. Voilà, donc ça s'appelle Du surréalisme monétaire, le Bitcoin au Salvador, de Manuel Ince, rédigé le 12 mai 2022 pour le site qui s'appelle Le Grand Continent. Et je mettrai évidemment l'article en description pour ceux qui souhaitent le lire directement. Je commence. Écrire sur l'expérience du Bitcoin au Salvador ressemble un peu à contempler un tableau de Dali. Tout semble réel, mais rien ne l'est. Ou alors seulement dans un flot invisible, qui s'écoule mystérieusement derrière les images contenues dans l'œuvre. Le Bitcoin a rempli d'images ce tableau qu'est le Salvador. Le but est d'identifier la véritable histoire, ce flot invisible qui se cache derrière ces images. Premier chapitre. La monnaie surréaliste. Chapitre. Les images. La nouvelle a alors fait le tour du monde dans certains milieux lorsque, l'année dernière, le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé sur Zoom à quelques passionnés réunis à Miami qu'il allait adopter le Bitcoin comme monnaie légale dans son pays. En septembre 2021, le président a fait adopter à l'Assemblée nationale une loi obligeant toute personne physique ou morale à accepter les Bitcoins comme moyen de paiement, à l'exception de ceux qui ne pourraient pas manipuler la technologie nécessaire. Comme le prix des bitcoins augmente et diminue continuellement en dollars, l'Assemblée a également approuvé la création d'un fonds de 150 millions de dollars pour subventionner les différences de prix des bitcoins entre le moment de l'achat et celui de la vente dans les transferts d'argent, afin que la valeur en dollars des bitcoins se maintienne. Peu après, le gouvernement a annoncé qu'une entreprise privée allait créer un portefeuille électronique appelé Chivo Wallet, afin que les gens puissent effectuer leurs transactions monétaires et financières depuis leur téléphone sans passer par le système bancaire. L'identité des actionnaires de la société, toutes leurs données et leurs comptes sont des secrets d'État. Mais le gouvernement paie la surveillance des distributeurs automatiques de billets de la société et a donné $30 de Bitcoin à chaque Salvadorien adulte pour qu'il l'essaie et s'habitue à l'utiliser. Les autres sociétés qui ont proposé ce service ne peuvent pas faire bénéficier leurs clients de cette subvention. Le pays est devenu encore plus célèbre, peu après, lors d'une fête pour des Bitcoiners sur une plage du Salvador, où l'avatar du président est descendu sur la scène dans une soucoupe volante au milieu des lumières de fumée blanche. Alors je vous mettrai précision la vidéo en description du présent podcast. Je reprends la lecture. Quelques secondes plus tard, le président a annoncé que le Salvador allait émettre des obligations d'une valeur d'1 milliard de dollars, les Volcano Bonds, dont la moitié serait utilisée pour acheter des bitcoins. Et l'autre moitié pour créer une ville entière en forme de bitcoin, appelée Bitcoin City, autour du volcan salvadorien de Conchagua, conçu spécialement pour les mineurs de cette crypto-monnaie qui ne paieraient pas d'impôts, mis à part la TVA, et qui utiliseraient de l'énergie propre subventionnée et produite par géothermie pour leurs activités minières. À cette époque, le président a également annoncé sur Twitter qu'il utilisait l'argent du Trésor national pour acheter des bitcoins depuis son téléphone afin d'enrichir le pays. Il a ensuite annoncé qu'avec les bénéfices qu'il avait déjà réalisés sur les investissements en bitcoin dans le pays, il allait construire un hôpital pour animaux, ce qui est actuellement déjà en fonctionnement. À tout cela se sont ajoutées des visites dans le pays des présumés milliardaires
et quasi-religieux bitcoiners qui ont déclaré à la presse locale que le Salvador est en train de déloger la Suisse en tant que centre financier mondial et qu'ils sont prêts à investir des milliards de dollars dans l'extraction de bitcoin ou d'autres activités liées à cette crypto-monnaie. L'impression générale de l'opinion publique internationale est que quelque chose de similaire à ce qui s'est passé lors de l'introduction de l'euro en Europe se produit au Salvador, qu'il existe une nouvelle monnaie pour effectuer des paiements et des transferts, que de forts pourcentages de la population l'utilisent et que ce processus permettra à d'autres pays qui veulent suivre l'exemple du Salvador d'en faire de même. Chapitre. La réalité. Il est triste de constater que peu de choses peuvent être apprises de l'utilisation du Bitcoin au Salvador. Tout d'abord parce que le président a déclaré secrètes les données concernant le fonctionnement de Chivo Wallet, comme pratiquement tous les détails des comptes de dépenses fiscales. De sorte qu'il n'y a pas de chiffres à partager pour savoir comment les choses sont faites. Ensuite, le président a déclaré que 72% de la population utilise le Bitcoin, ce qui est faux. Ce chiffre est celui des personnes qui ont téléchargé l'application Chivo Wallet, assortie donc du cadeau gouvernemental de $30. De nombreuses personnes l'ont téléchargé, ont dépensé le bon et n'ont plus jamais utilisé. Le président de la Banque centrale a donné un chiffre plus fiable. Sur les remises migratoires dans le pays de janvier et février 2022, qui s'élevait à 1,125 milliard de dollars, seuls 19 millions de dollars, soit 1,7%, ont été effectués via le Chivo Wallet. Son utilisation pour effectuer des transferts depuis l'étranger était le principal argument du gouvernement pour introduire la nouvelle monnaie. Cependant, les sondages montrent que 70% de la population ne fait pas confiance au Bitcoin. Le fonds destiné à protéger les transactions de Bitcoin en dollars, et vice-versa, n'est pas non plus disponible car le gouvernement a également déclaré ces opérations secrètes. En ce qui concerne les obligations, il y a plusieurs problèmes. Le plus grave est le suivant. Les obligations à 10 ans rapporteraient 6,5% d'intérêt, alors que sur le marché secondaire, vous pouvez acheter des obligations salvadoriennes de même durée à moitié prix et qui rapporteraient presque 20%, si toutefois le gouvernement paie bien entendu. Pourquoi acheter quelque chose qui a rapporté 6,5% alors que vous pouvez acheter la même chose mais avec un rendement de 20%? L'avantage supposé de l'obligation Volcan serait que le Salvador achète 500 millions de dollars en Bitcoin avec le produit de l'obligation et que dans 5 ans, le gouvernement commence à distribuer aux acheteurs d'obligations les énormes bénéfices faits en vendant ces Bitcoins. Ces bénéfices, s'ils se produisent, compenseraient la différence entre 6,5 et 20%. On estime que pour que cela soit faisable, les bitcoins, qui valent actuellement 39 000 dollars, après avoir valu 63 000 dollars en novembre 2021, parenthèse, aujourd'hui ils valent 19 000 dollars, aujourd'hui donc en juillet 2022. Je reprends la lecture. Donc les bitcoins qui valent actuellement 39 000 dollars devraient valoir 1 million de dollars dans 5 ans. C'est difficile à concevoir, mais supposons que ce soit vrai. Dans ce cas, pourquoi ne pas acheter des bitcoins directement sur le marché au lieu d'une obligation qui comporte un risque de non-paiement de la part du Salvador, qui est le pire d'Amérique latine? C'est pourquoi les gens payent 50% de leur valeur nominale sur les marchés secondaires. Pourquoi prendre deux risques, le risque lié au bitcoin et le risque lié au défaut de paiement du Salvador, si vous pouvez simplement prendre le premier? L'obligation a d'autres problèmes. Par exemple, de manière inexplicable, dans la logique normale des opérations financières, le gouvernement a laissé de côté tous les investisseurs américains qui sont interdits de trading sur Bitfinex, la plateforme choisie par le gouvernement pour la vente des obligations. De plus, à la dernière minute, le gouvernement a annoncé qu'il n'émettait pas les obligations, mais que ce serait une obscure société au capital très faible et qui n'est pas compatible avec une dette d'1 milliard de dollars. Le gouvernement n'a pas non plus précisé dans quelle juridiction l'obligation serait émise. Il a laissé entendre que ce ne serait ni à New York ni à Londres, comme c'est le cas d'habitude, mais à San Salvador, où le président menace fréquemment les juges de les renvoyer s'ils statuent contre sa volonté. La sous-estimation grossière des coûts de Bitcoin City, implicite dans la taille de l'investissement supposé de 500 millions de dollars, car aucun budget n'a été publié, suggère que si elle commence à être construite, il n'y aura que des rues et des bâtiments à moitié finis. L'idée de produire de l'électricité subventionnée pour les mineurs de Bitcoin, qui ne créent pas un seul emploi dans le cadre de leur activité, au lieu de la produire pour des entreprises qui fournissent des emplois et créent une activité économique, interroge. Il n'y a pas non plus beaucoup à apprendre de la stratégie de spéculation du président.
Avec le peu d'informations qu'il a fournies, je viens d'acheter X millions, je cite. Les journaux ont constaté que début 2022, il avait perdu 16,2 millions de dollars sur un total d'achat de 86,6 millions de dollars, soit une perte de 18% en 2 mois. Il est également à noter que la gestion des bitcoins ne dépend que du téléphone et du mot de passe du président, avec tous les problèmes de sécurité que cela implique. Au moindre problème, oubli du mot de passe, faille sur le portable, le Trésor national ne peut pas récupérer les ressources investies, ni même savoir où elles se trouvent. Les comptes ne sont pas au nom du gouvernement de Salvador, car les comptes en bitcoin ne sont mis au nom de personne. Sans cela, aucun intérêt. Celui qui a le mot de passe est celui qui contrôle les comptes bitcoin. Imaginez les employés du Trésor demandant au président d'essayer de se souvenir du mot de passe. Le Trésor public d'aucun pays digne de ce nom ne gérerait un tel compte de la sorte. Alors, si rien n'est ce qu'il semble être, pourquoi toute cette opération a-t-elle été mise en place ? Se pourrait-il que le Bitcoin soit une monnaie merveilleuse et que tout ce monde surréaliste soit dû à l'incompétence pure et simple de ceux qui dirigent le projet ? Chapitre numéro 2. La réalité du Bitcoin. Chapitre. Le système dollarisé fonctionnait-il mal ? Les libertaires du monde entier se sont montrés enthousiastes par ce qu'ils ont appelé la libéralisation du Salvador, avec l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale. La vérité est que le Salvador est déjà un système très ouvert, car bien que l'unité de compte du système financier soit le dollar, l'article 2 de la loi d'intégration monétaire, qui est la loi qui a dollarisé le pays à partir du 1er janvier 2001, est libellé comme suit. La contraction d'obligations monétaires exprimées dans toute autre monnaie en circulation légale à l'étranger est autorisée. Ces obligations doivent être payées dans la monnaie contractuelle, même lorsque le paiement doit être effectué par voie judiciaire. Les bitcoins ont toujours été légalement utilisables comme investissement. Il a toujours été possible d'acheter des billets de loterie également. En réalité, les réformes apportées à la loi pour l'adoption du Bitcoin ont supprimé la liberté déjà existante pour pouvoir toucher au contrat privé et pour obliger les personnes à accepter cette crypto-monnaie. Ainsi, les libertaires ont finalement soutenu une loi qui a enlevé et non permis la liberté. Par ailleurs, la loi qui a créé la dollarisation a très bien fonctionné. Les taux de prêt des banques commerciales au Salvador ont été les plus bas et les deuxièmes plus bas d'Amérique latine, rivalisant avec le Panama depuis la dollarisation il y a 21 ans. Les conditions de crédit sont également plus longues que dans tous les pays, sauf dans les pays où les banques peuvent prêter en dollars, auquel cas les taux et les conditions sont similaires à ceux du Salvador. Par exemple, les taux des prêts hypothécaires sur 25 ou 30 ans sont actuellement de 6,9%, alors que la moyenne pour le sous-continent se situe entre 10 et 15%. La marge d'intermédiation, la différence entre le taux de prêt et le taux de dépôt, une mesure de l'efficacité du système bancaire, a été la plus faible de la zone pendant la plupart de ces années. À la demande du Salvador, le Fonds monétaire international, FMI, a publié en 2011 un document de Andrew Schriston qui évalue les 10 premières années de l'effet global du dollar en tant que monnaie nationale dans le pays. Le résumé du document indique que les taux d'intérêt des banques commerciales ont baissé de 4 à 5% en réduisant le risque de change. Cela a généré des économies annuelles nettes représentant en moyenne 0,5% du PIB pour le secteur privé et 0,25% du PIB pour le secteur public, déduction faite des pertes de seigneuriage. Le document dit aussi que cette politique a servi à stabiliser l'activité économique plus qu'elle ne l'a fait sous la parité, le système qui existait avant la dollarisation, et plus que ne l'ont fait les taux directeurs dans les pays d'Amérique centrale dotés d'une politique monétaire indépendante. Contrairement à ce que beaucoup prédisaient, la dollarisation s'est avérée très résiliente, puisque l'ouverture du marché intérieur aux marchés internationaux a permis aux marchés financiers de gérer les liquidités du pays avec des variations minimales des taux d'intérêt. Ces taux ont très peu changé pendant la crise de 2008 et presque pas du tout, malgré le fait que ces dernières années, le gouvernement a connu de graves problèmes budgétaires qui, dans les pays en développement ayant leur propre monnaie, auraient entraîné un manque de confiance dans la monnaie, des dévaluations, une inflation et une baisse des dépôts bancaires. Le dollar marchait donc plutôt bien. Le Bitcoin, cependant, a de sérieux problèmes pour être utilisé comme monnaie. Chapitre : l'incapacité monétaire du Bitcoin. Beaucoup pensent que le Bitcoin est la monnaie idéale pour deux raisons. La première est qu'elle est émise selon une règle invariable, ce qui se traduit par le ratio émission-monnaie en circulation qui est déjà faible et qui avoisinera le zéro dans un siècle environ.
La seconde est qu'elle est décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'est contrôlée par personne d'autre que le même groupe qui la génère et l'utilise. Aucune de ces caractéristiques ne fait du Bitcoin une monnaie compétente. Chapitre : le Bitcoin inflationniste. Le premier avantage supposé du Bitcoin repose sur la croyance que l'élimination du pouvoir discrétionnaire des banques centrales, implicite dans la création programmée de Bitcoin, est une condition suffisante pour que l'inflation soit nécessairement plus faible en Bitcoin qu'en dollars ou que dans toute monnaie émise par une banque centrale. Cette idée est contredite par la réalité. Le 16 avril 2021, une voiture d'une valeur de 63 170 dollars valait exactement 1 Bitcoin. Un an plus tard, pour cette même voiture, avec le même prix en dollars, elle coûte 1,56 Bitcoin car le prix du Bitcoin est tombé de 40 000 dollars. Cela représente un taux d'inflation de 56% du jamais vu pour le dollar ou l'euro. De même, si vous avez emprunté un Bitcoin pour un an le 3 juin 2020, ce Bitcoin vous a permis d'acheter quelque chose d'une valeur de 9 965 dollars, mais au moment de le rembourser, la chose en question vaut 39 208 dollars, ce qui signifie que vous auriez à rembourser 3,93 fois ce que vous avez emprunté. De telles fluctuations sont idéales pour conduire à la ruine. Les partisans du Bitcoin affirment que si tout était évalué en Bitcoin, il n'y aurait ni inflation ni déflation. Ce n'est pas vrai. C'est comme dire parce que tout est libellé en dollars, il ne devrait pas y avoir d'inflation dans la zone dollar. Mais pensons aussi au nombre d'années qu'il faudrait pour que tout dans le monde soit évalué en Bitcoin. À l'heure actuelle, avec les prix avoisinant les 40 000 dollars, le Bitcoin est 20% en dessous du prix qu'il avait le jour où il est devenu la monnaie légale au Salvador, ce qui engendre une inflation des prix en Bitcoin. Mais le problème le plus grave du Bitcoin n'est pas son extrême inflation et déflation. Chapitre : l'irrationalité de la décentralisation du Bitcoin. Le Bitcoin a été inventé pour décentraliser les paiements électroniques. Normalement, ces paiements passent par un intermédiaire décentralisé qui est le système bancaire. Si un oncle veut envoyer 100 dollars depuis les États-Unis à son neveu au Salvador, il confie l'argent à la banque A, par exemple aux États-Unis. La banque A possède un compte dans la banque B au Salvador et donne l'ordre à la banque B de déposer les 100 dollars de ce compte sur le compte du neveu dans la banque B. Les 100 dollars disparaissent du compte de l'oncle aux États-Unis et apparaissent sur le compte du neveu au Salvador. Le Bitcoin vise à effectuer ces transactions directement du téléphone de l'oncle à celui du neveu sans passer par le banquier, que les criminels voient comme un policier et les libertaires comme un représentant de la tyrannie. Pour éviter cela, une unité de transfert électronique, le Bitcoin, pouvant être détenue sur un ordinateur ainsi que son système de transfert, ont été créés de manière à faire passer des ressources d'un portefeuille virtuel à un autre, hors de la vue du banquier. Pour être transféré, le Bitcoin doit disparaître de l'ordinateur de l'oncle et apparaître dans celui du neveu. Il est important qu'il disparaisse de l'ordinateur de l'oncle pour éviter que ce dernier n'utilise le même Bitcoin à plusieurs reprises pour effectuer des paiements sans fin. La banque a tout intérêt à s'assurer que les dollars dus à ses déposants ne doublent pas à chaque transfert. Elle fait donc très attention à ce que cela ne se produise pas. Mais qui va veiller à ce que cela ne se produise pas si la banque n'est plus dans le jeu ? La solution du Bitcoin consiste à trouver un groupe au sein du réseau Bitcoin qui tiendra toute la comptabilité du système et veillera à ce que les Bitcoins envoyés par l'oncle soient retirés de son compte et ajoutés au compte du neveu. Cela s'est fait en créant un bloc électronique et en y mettant les informations des transferts à effectuer. Le compte avec le mot de passe X passe tant de Bitcoin au compte Y à telle date et à telle heure en vérifiant qu'il dispose des fonds nécessaires pour le faire. Ce bloc est mis dans le système, puis un autre bloc est ajouté et une chaîne, blockchain, se forme avec toutes les transactions comme dans la comptabilité d'une banque. Qui met en place ces blocs ? Ce sont les mineurs. Ils le font pour obtenir une récompense. Le processus se déroule comme suit. Chaque mineur recherche dans le système les transactions qu'il souhaite effectuer et les inscrit dans son projet de bloc. Il entre ensuite en compétition avec ses collègues pour déterminer qui posera le bloc. Ce sera le premier à résoudre le problème mathématique extrêmement difficile et dont la résolution nécessite une énorme puissance de calcul. Il ne s'agit pas d'un problème dont la solution fera progresser les connaissances humaines. Il s'agit simplement de résoudre une équation très difficile pour trouver un nombre. Celui qui trouve ce résultat en premier établit le bloc, effectue le transfert et le certifie, et reçoit des bitcoins en conséquence. C'est comme lancer des dés électroniques jusqu'à ce qu'un chiffre très difficile à trouver apparaisse. Le système semble très ingénieux, mais il est très coûteux. En lançant ces dés, on dépense plus d'énergie en un an
que l'ensemble de l'Espagne et ses 47 millions d'habitants. Ainsi, le système Bitcoin effectue des transferts par l'intermédiaire d'un groupe de joueurs dans un casino électronique avec des dés dont le lancer est très coûteux. Notons au passage que cette énorme dépense a pour seul but de remplacer les personnes et les machines qui effectuent les transferts dans des banques, dont le coût est infiniment inférieur. La question logique est alors la suivante. Qui a intérêt à dépenser autant d'électricité pour que son argent ne passe pas par les banques? Il existe deux groupes. Tout d'abord, les criminels, les trafiquants de drogue, les terroristes, qui ne veulent pas laisser de traces de leurs transactions bancaires. Deuxièmement, les libertaires, qui craignent que le gouvernement sache ce qu'ils font de leurs ressources ou leur volent leur argent par le biais de l'inflation. Nous avons déjà vu que les libertaires ont tort sur la question de l'inflation. Mais ils se trompent également sur la deuxième question qui se pose lorsqu'on examine le système Bitcoin. Remplace-t-il vraiment le banquier à 100%, de sorte que les ressources sont aussi sûres en Bitcoin qu'elles le sont dans les banques? La réponse est non. Il existe un problème de conception qui permet à un groupe de mineurs d'extraire les ressources des utilisateurs d'une manière beaucoup plus obscure qu'une banque centrale ou commerciale. Chapitre: l'attaque des 51%. Il est assez facile de se rendre compte que dans un jeu de dés où le premier à avoir un nombre spécifique gagne, celui qui a le plus de dés a l'avantage. Si vous avez 10 dés par exemple, la probabilité d'obtenir un 4 sur un jet est évidemment beaucoup plus élevée que si vous n'en avez qu'un. Cet avantage fonctionne quel que soit le pourcentage de dés que l'on contrôle, capacité de calcul, tant qu'il est supérieur à celui de chaque autre joueur. Comme si par exemple, on a 20% et que les autres n'ont que 1% chacun. Mais il devient décisif si on a plus de la moitié. Sur la structure interne de la blockchain, si on a 51%, on peut tout faire et tout certifier plus les dés sont jetés. Vous pouvez inverser des transactions, utiliser vos bitcoins à plusieurs reprises, voler à certains et donner à d'autres. Ce n'est pas seulement théorique, de tels vols ont été réalisés avec plusieurs crypto-monnaies similaires au Bitcoin en 2017, 2018 et 2020. Les bitcoiners connaissent ce problème. Mais bien qu'ils prétendent être les maîtres dans la transparence, ils n'en parlent pas beaucoup. Ils le savent si bien qu'ils lui ont donné un nom, l'attaque des 51%. Quand ils en parlent, ils disent qu'effectivement c'est un problème sérieux, qu'ils vont le résoudre. Ils affirment également qu'il est pratiquement impossible de dominer le marché du Bitcoin. Cependant, en juillet 2014, un groupe de mineurs, GHIO, a dépassé 50% du marché du Bitcoin. Confronté à une réaction très négative de ses concurrents, le groupe s'est engagé à ramener sa part de marché à moins de 40%, ce qui reste un avantage écrasant. Mais il n'est pas possible de contrôler le respect de ce genre de promesses, car n'importe qui peut avoir plusieurs comptes, avec un avec 40% et un avec 11% par exemple. Et les comptes sont secrets. Lorsque l'attaque contre le Bitcoin s'est produite en 2014, The Guardian a signé que l'attaque aurait pu détruire l'ensemble du système et averti qu'une telle attaque pourrait se reproduire. Il est évident que cela pourrait se reproduire. Selon une étude du prestigieux National Bureau of Economic Research, NBER, américain, résumé dans le magazine Fortune, 0,1%, 50 entreprises des mineurs contrôlent la moitié des capacités minières. Si un jour ce 0,1% se met d'accord, il peut anéantir tous les autres, les 99,9%, et les libertaires pourraient découvrir alors que les banques et les gouvernements ne sont pas les seuls à pouvoir escroquer les gens. Selon le NBER, cette concentration inhérente rend le Bitcoin sensible au risque systématique et implique également que la plupart des gains résultant d'une adoption accrue de Bitcoin, augmentation des achats de Bitcoin sur les marchés, seraient accaparés par un petit nombre de participants. Peut-être le font-ils déjà. Ce problème pourrait être résolu en demandant à chacun d'enregistrer ce qu'il possède, mais cela établirait un contrôle centralisé, comme les banques, alors que Bitcoin se veut anonyme et décentralisé. Le problème ne peut être résolu sans détruire l'objectif du Bitcoin, le business des joueurs et de ceux qui font des affaires dans l'ombre. Chapitre: autre problème lié au Bitcoin. Le Bitcoin présente également d'autres problèmes, dont l'un est la limitation du nombre de transactions pouvant être effectuées par seconde, qui est beaucoup plus faible que les limites imposées par les systèmes de paiement tels que les banques, les cartes bancaires ou PayPal. Il n'y a pratiquement aucun moyen d'utiliser le Bitcoin pour effectuer des paiements, à tel point que la Russie ne l'utilise pas en ce moment, alors qu'elle se trouve en situation d'urgence majeure de manque de moyens de paiement.
Sur le plan national, elle utilise le système bancaire local et ses cartes de crédit. Une preuve supplémentaire est que le système censé mettre en œuvre la politique du Bitcoin au sein du gouvernement salvadorien, le Chivo Wallet, ne l'utilise pas non plus. Très peu de gens l'utilisent. Bien que le gouvernement ne communique rien sur le fonctionnement du Chivo Wallet, les médias locaux et internationaux ont signalé de nombreuses anomalies depuis la mise en service du système en septembre 2021. Ces anomalies, qui sont très fréquentes, comprennent des temps de transaction extrêmement longs, allant de 15 minutes à plusieurs mois, et jusqu'à parfois ne pas aboutir. De nombreux utilisateurs ont également signalé la disparition de leur solde de Bitcoin. Fin avril, le gouvernement a annoncé qu'il allait changer l'entreprise qui fournit la technologie du Chivo Wallet sans reconnaître l'existence d'un quelconque problème. De nombreuses entreprises et professionnels du pays indiquent qu'ils acceptent des paiements en Bitcoin, mais trouvent ensuite toutes les excuses pour ne pas le faire, car ils craignent de perdre sur les fluctuations de cette crypto-monnaie et de faire des affaires avec des personnes qui refusent que leurs transactions soient traçables dans le système bancaire. C'est la même résistance qu'ils ont opposée jusqu'à présent à la réception de paiements en espèces au-delà d'un certain montant. Les personnes qui vendent des biens immobiliers, par exemple, chercheront toutes les excuses pour ne pas réaliser une vente qui va être payée en Bitcoin. La question devient plus intrigante. Pourquoi choisir une telle monnaie et un tel système ? Chapitre 3. Problèmes fiscaux. La saga du Bitcoin s'est déroulée parallèlement aux problèmes fiscaux du gouvernement, qui comportent deux aspects majeurs. Premièrement, le gouvernement a dépensé bien plus que ses recettes depuis que le président Bukele a pris ses fonctions en juin 2019 et bien plus que ce qui est justifiable à cause du Covid-19. La dette publique totale est passée de 74 à 91% du produit intérieur brut entre 2019 et 2020 et continue d'augmenter. C'est ce qui est arrivé à de nombreux pays au fil des ans. Le problème est gérable si le gouvernement est prêt à faire des ajustements et si les créanciers croient qu'il le fera. Cependant, c'est là qu'intervient le deuxième problème. Nayib Bukele s'est disputé avec tous ceux qui peuvent résoudre les problèmes de dette dans le système international conventionnel, probablement en espérant qu'en tournant le dos à ce système-là, ceux qui, au contraire, opèrent dans le Bitcoin, le financeraient largement. Des accusations sont apparues lorsque, après le départ de l'ancien président Trump, les États-Unis ont commencé à condamner les violations de la Constitution au Salvador, notamment en ce qui concerne la séparation des pouvoirs et le respect des droits civils des opposants du président salvadorien. Alors, petit aparté, il me semble très difficile de pouvoir qualifier le président Nayib Bukele de libéral sur ce simple problème, en fait, de séparation des pouvoirs, de respect des droits civils. C'est la base du libéralisme, et si ce président se permet de affaiblir le système juridique du Salvador, en soi, ce n'est pas un libéral, c'est un interventioniste, c'est un autoritaire, mais ce n'est absolument pas un libéral, c'est quelque chose d'extravagant. Je reprends la lecture. Certaines de ces protestations ont été soutenues par l'Union européenne. Les États-Unis ont inscrit plusieurs membres de l'administration de Nayib Bukele sur la liste Engel, qui contient le nom de suspects de corruption en Amérique centrale. Ils ont également protesté contre le refus de la Cour suprême du Salvador, imposé de manière inconstitutionnelle par Bukele en mai 2021, d'extrader les chefs de gangs salvadoriens auteurs de terrorisme dans le pays. En outre, les États-Unis ont aussi accusé de hauts responsables gouvernementaux d'avoir conclu un pacte avec les gangs afin de maintenir le taux d'homicide à un faible niveau en échange d'argent et d'un meilleur traitement en prison, entre autres choses. Le gouvernement du Salvador a également ignoré les multiples avertissements des institutions internationales selon lesquels le système du Bitcoin favorise les criminels et les terroristes. Et enfin, récemment, Bukele a également refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tout cela a fermé la porte à une solution facile au problème du financement. Le gouvernement a demandé l'aide du FMI en 2021, mais les négociations ont pris trop de temps, apparemment en raison de l'absence d'accord sur l'ajustement budgétaire nécessaire et sur les questions de gouvernance, non-respect de la Constitution et absence de responsabilité. De plus, le FMI a publiquement conseillé au Salvador d'abandonner le Bitcoin comme monnaie légale. Le gouvernement a réussi à éviter une crise en obtenant des fonds de la Banque centra-américaine d'intégration économique, du système bancaire national, en abaissant ses exigences en matière de réserve de liquidité lors de l'achat d'obligations et de bons du trésor, du système privé des retraites, des arriérés croissants sur les dettes envers les fournisseurs et sur les salaires de certains employés de l'État.
Alors, petite parenthèse encore, il me semble que aller prendre de l'argent dans le système des retraites, aller prendre de l'argent aux fournisseurs, parce que c'est un peu ça, hein, faire de la dette fournisseur, et baisser les salaires des fonctionnaires, en gros, c'est un peu ce qui va se passer, je pense, dans le reste de l'Amérique centrale et aussi dans nos pays, notamment en Europe. Parce que de l'argent, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a sur les assurances vie, sur les retraites et l'immobilier et sur les fonctionnaires. Donc je pense que c'est là aussi que nous irons chercher quand nous serons face à la difficulté et face à un mur. Voilà, je reprends la lecture. Lors de la dernière vente d'obligations, mandat de 2 ans, le gouvernement pensait avoir 300 millions de dollars et n'a pas obtenu plus de 210 millions. La proposition du président de faire du Bitcoin une monnaie légale est intervenue alors qu'il devenait évident que le prêt du FMI n'allait pas se concrétiser. Pendant un certain temps, il a semblé que le président pensait, peut-être le pense-t-il encore, que cette monnaie virtuelle allait remplacer le dollar dans le monde entier et que son prix allait augmenter à jamais pour rendre le Salvador riche. Chapitre : les ides de mars. Le mois de mars a été fatal à ces perspectives. Lorsque l'Occident a imposé des sanctions monétaires à la Russie, beaucoup ont pensé que les Russes utiliseraient des bitcoins pour obtenir des ressources malgré les sanctions. Ainsi, le rêve de voir le prix de cette crypto-monnaie monter en flèche serait devenu réalité, mais cela ne s'est pas produit. Le prix du Bitcoin a continué à fluctuer autour des 40 000 $ et le nombre de transactions est resté à peu près au même niveau qu'auparavant. Il ne fait aucun doute que les criminels utilisent le Bitcoin pour des opérations spécifiques, mais il est aussi évident que personne n'a envie d'utiliser le Bitcoin comme monnaie générale. Pas même les Russes qui cherchent désespérément des moyens de paiement à l'étranger. Au même moment approchait la date de la grande réunion des Bitcoiners à Miami, où allait se célébrer le succès de son lancement, en présence du président himself lui-même, et avec un volcan comme symbole, alors que l'obligation elle-même ne montrait aucun signe d'apparition. Si l'obligation ne se vendait pas, le président ne pouvait rien annoncer pour justifier l'importance qui lui était accordée à cette occasion. Pour la première fois, le président s'est confronté à une situation qui ne lui était pas familière, la perception qu'il échouait sur 2 questions très importantes, le financement de ce gouvernement et la réussite de son saut dans le futur avec le Bitcoin. Bukele a annulé sa visite à Miami. L'importance de cette annulation ne peut pas être ignorée. C'était l'aboutissement d'une campagne visant à le positionner comme leader mondial du triomphe du Bitcoin sur le dollar et le début d'un nouveau mode de financement des déficits publics, la naissance d'un nouvel ordre mondial et financier. Le président était l'attraction principale de l'événement, dont le symbole était un volcan. Beaucoup d'enthousiastes ont été déçus et quelque chose s'est brisé. Tout cela est maintenant suspendu. Chapitre 4. 3 jours de meurtre. Tous ces événements sont devenus de l'histoire ancienne en raison de l'augmentation soudaine du taux de meurtre au Salvador, dont la réduction avait été une des raisons premières de la popularité du président. Le nombre de meurtres a bondi à la fin du mois de mars 2022, passant d'une moyenne de 3 par jour à près de 80 meurtres en 3 jours. Passant donc d'une moyenne de 3 par jour à près de 80 meurtres en 3 jours, plongeant le peuple dans la panique. Immédiatement, le gouvernement a établi un état d'urgence suspendant plusieurs droits civils. Parenthèse, encore une fois, vous voyez bien qu'on n'est quand même pas dans un régime libéral, on a des crises de violence, vous allez voir pourquoi, on suspend les droits civils, etc. Donc parler de Bukele en tant que libéral, voire libertarien, ça me fait bien rigoler. Je reprends la lecture. En très peu de temps, le président est passé d'être un leader mondial en matière de réforme monétaire à incarner le désir de vengeance de toute une société. Lors d'une remise de diplôme à la police, il a par exemple déclaré « Il y a des rumeurs selon lesquelles les gangs veulent commencer à se venger des honnêtes gens au hasard. Faites donc cela et il n'y aura plus de repas dans les prisons. Je jure devant Dieu que les prisonniers ne mangeront pas de riz et nous verrons bien combien de temps vos hommes tiendront là-dedans. » Fin de citation. Pour l'instant, le président a diminué le nombre de repas à 2 par jour, ainsi que les portions. À cette occasion et à d'autres, Bukele a dénoncé l'existence d'une vaste conspiration internationale qui compterait en son sein de nombreux Salvadoriens et qui a pour but d'assassiner la population en finançant et en aidant les gangs. Les arrestations ont énormément augmenté. Elles sont effectuées sans mandat d'un juge et touchent principalement tous les jeunes gens qui vivent dans des quartiers populaires et qui ont des tatouages. Ces 3 caractéristiques, jeunes, quartier populaire, tatouage, vous transforment immédiatement en criminel aux yeux des forces de l'ordre. Liz Throssell, porte-parole des Nations Unies pour les droits de l'homme, a déclaré début avril que
5 747 personnes ont été détenues sans mandat et que certaines ont été soumises à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. On en compte aujourd'hui plus de 25 000. Bukele a annoncé qu'il allait faire construire une prison avec une capacité de 20 000 détenus, ce qui serait certainement l'une des plus grandes au monde. Les personnes qui s'inquiètent des arrestations massives, des tortures et qui n'approuvent pas les actions de Bukele démontrent totalement, aux yeux de ce dernier, qu'elles font partie de la conspiration criminelle qu'il a dénoncée. Parenthèse, on a l'impression qu'on est dans Prison Break. Je ne sais pas si vous avez vu les épisodes Prison Break concernant la prison au Panama, mais enfin, voilà, c'est cette atmosphère de violence, de prison débordant de détenus, de président qui fait des annonces, de conspiration. Enfin, on a l'impression qu'on est dans un feuilleton de Prison Break, quoi. C'est assez amusant. Je reprends la lecture. Bien que le gouvernement ne donne pas de chiffres, des estimations plausibles indiquent qu'au moment où le président faisait ces déclarations, le taux d'homicide est déjà retombé. La popularité de Bukele, qui avait auparavant considérablement baissé, est remontée bien au-dessus des 90%. Au cours de la dernière semaine d'avril, l'Assemblée a prolongé l'état d'urgence, alors que depuis près de 30 jours, le nombre de morts est resté au niveau d'avant-crise. Évidemment, très peu de gens parlent désormais des échecs du Bitcoin ou des problèmes fiscaux. Bukele a annoncé que la priorité, avant de penser à émettre des obligations ou à négocier avec le FMI, est une réforme complète du système de retraite. Cela a suscité des rumeurs selon lesquelles l'expropriation des économies des retraités actuels et futurs constituera la source de financement d'urgence du gouvernement pour une année supplémentaire. Cela a déjà été tenté par le passé, mais avait échoué à cause de grandes manifestations populaires. Aujourd'hui, ces protestations sont illégales en raison de l'état d'urgence. Pendant ce temps, le gouvernement, qui ne paye plus ses fournisseurs, a obtenu l'approbation de l'Assemblée pour un aéroport international pouvant accueillir 80 000 passagers par an, dans un port de 34 000 habitants, éloigné de toute grande ville et à 50 km de la première gare. L'opinion publique a encore applaudi. Il n'y a pas d'argent pour la construction, mais les gens ne le savent pas. Ou s'il y en a, ils n'en connaissent pas la provenance. L'Assemblée a également décrété que ces travaux ne seraient pas soumis au contrôle de la loi sur les marchés publics, qui exige normalement que l'attribution des projets se fasse par appel d'offres. Encore une fois, je dis, voilà, aucune sécurité juridique, aucun état de droit, on fait n'importe quoi, on n'est pas du tout dans un régime libéral, on n'est pas du tout avec un président libéral, et en plus, donc, vous avez cette opinion publique qui est complètement délirante, qui a l'impression que l'argent tombe du ciel, donc je fais ce rapprochement avec la situation en Colombie, en Équateur, au Chili, où la gauche a fait des percées, et il me semble que la gauche a fait des percées dans ces pays parce que les populations croient que l'argent tombe du ciel. Et qu'on va avoir de l'argent facile, de l'argent magique qui arrive comme ça, comme par magie. C'est quand même absolument délirant, ces projets, et toutes ces promesses, c'est la ruine assurée, c'est du sang, de la sueur et des larmes assurées, ça c'est clair. Je reprends la lecture. Paragraphe 5. Les récits derrière l'écran de fumée. Ce qui ressort de tout cela n'est pas l'histoire d'un développement technologique étonnant qui peut servir d'exemple pour le monde, mais la vieille histoire d'un gouvernement qui dépense beaucoup plus que ses recettes, et qui, dans son désespoir de trouver quelqu'un pour financer ses excès, a pensé que si le système financier international ne voulait pas le financer légalement, il pourrait trouver l'argent dont il avait besoin dans des systèmes alternatifs. Mais aucun de ceux que Bukele a considérés comme des ennemis du dollar, comme les Russes et les Chinois, n'a manifesté le moindre intérêt pour le financer. Que ce soit au-dessus ou sous la table, ni avec des bitcoins, ni avec des dollars. En définitive, il semble que le gouvernement obtiendra ces fonds à partir d'une source peu reluisante et peu originale, l'expropriation de l'épargne des retraités. Mais cette source ne promet pas grand-chose au-delà d'une année de financement, car après cette période, les flux de pensions deviendront négatifs pour le gouvernement. Il reste à voir ce que le gouvernement fera pour résoudre son problème fiscal lorsque les pensions seront épuisées, mais il est très peu probable qu'il le fasse par la voie du Bitcoin qui a maintenant échoué. Dans le futur, le récit glamour, déjà pâlissant de cette crypto-monnaie, sera probablement sur le chemin des oubliettes de l'histoire et pas seulement au Salvador. Je rappelle, parenthèse, que le Bitcoin
est désormais à 19 000 $, que sa chute continue, qu'il n'arrive pas à repasser nettement au-dessus des 20 000 $ et que probablement son prochain seuil c'est 10 000 $. Donc vous voyez un petit peu la chute entre 60 000 et 10 000 $. Il y a des gens, et beaucoup de gens, et notamment donc le gouvernement du Salvador qui vont perdre beaucoup d'argent. Je reprends la lecture. Les taux d'intérêt élevés dans le monde entier, les récessions, les guerres et les autres crises décourageront l'utilisation de liquidités devenues rares pour l'achat de choses exotiques comme le Bitcoin. D'autres crypto-monnaies de type stable peuvent survivre, mais associées à des monnaies officielles ou à des réglementations strictes. C'est la véritable saga qui émerge lorsque l'écran de fumée diffusé par les images publicitaires s'estompe et que l'on voit les réalités concrètes du Salvador. Une autre histoire, plus subtile, mais non moins importante, se dégage de tous ces faits. Alors que la valeur des obligations du gouvernement salvadorien sur le marché secondaire a chuté à environ 50% de leur valeur nominale, signifiant que le gouvernement doit payer près de 20% d'intérêt à long terme, pire taux d'Amérique latine, on peut encore obtenir un prêt immobilier sur 25 ans auprès des banques commerciales du Salvador à un taux de 6,9%, soit l'un des meilleurs taux du sous-continent. Cela semble surréaliste car, selon les clichés qui ont dominé l'économie monétaire pendant de nombreuses décennies, il est inconcevable que les gouvernements aient une cote de risque plus élevée que celle du secteur privé. Dans des conditions équitables, avec une monnaie internationale que le gouvernement ne peut pas gérer, comme c'est le cas au Salvador, le marché peut porter un jugement indépendant sur les risques du secteur public et du secteur privé, juger que ce dernier est beaucoup plus sûr que le secteur public et lui faire payer moins d'intérêts. Cela permet à l'économie de ne pas être détruite par les gouvernements qui perdent le sens de la prudence et qui, lorsqu'ils ont le contrôle de la monnaie nationale, provoquent non seulement des problèmes budgétaires, mais aussi des crises monétaires et financières dans le secteur privé. Bien sûr, le gouvernement actuel peut encore détruire complètement l'économie s'il dédollarise. Telles sont les deux leçons à tirer des tragédies réelles qui sous-tendent la comédie surréaliste du Bitcoin au Salvador. Voilà la fin de l'article. Donc vous voyez que nous sommes véritablement dans une comédie, une triste comédie. Bukele n'est pas un libéral, c'est un président autoritaire qui est en train de ruiner son pays, avec, je dirais, l'assentiment tacite de sa population, qui finalement ne trouve visiblement rien à redire au fait qu'on dépense des sommes folles dans des projets pharaoniques et sans se poser la question d'où vient l'argent. Nous voyons donc que, de toute façon, in fine, quand on veut se passer du dollar dans des pays qui sont, je dirais, intrinsèquement et historiquement instables, eh bien ça se passe mal. Le dollar est quand même une condition, alors assez dure en effet pour ces pays qui doivent s'adapter à ce carcan, parce que le dollar, c'est forcément la monnaie des États-Unis avec son système stable, juridique, etc. Et sa qualité de business. Donc évidemment le Panama, le Salvador, tous ces pays doivent un petit peu se raccrocher à ces critères, à ces standards américains pour que la dollarisation se passe bien. Mais en général ça se passe bien parce qu'on n'est pas loin des États-Unis, il y a beaucoup d'échanges entre les pays et donc quand on a un petit peu de rigueur, eh bien la dollarisation se passe bien. En plus, cela semble être dans la lignée de l'histoire, que les États-Unis viennent un petit peu arrimer toute l'Amérique du Sud, et donc ça peut passer par le dollar pour créer une sorte de grande zone de libre-échange qui serait une zone aussi de prospérité. Eh bien non, c'est pas ce qui se passe. On veut se révolter, on invente des nouvelles monnaies, on croit avoir trouvé la martingale, on veut de l'argent facile, etc. Et on retombe dans toutes ces histoires d'Amérique centrale, de révolte, de révolution, etc. C'est un continent qui semble véritablement soumis à un déterminisme d'instabilité. Je pense qu'avec le temps, ça aura tendance à se lisser. Et puis de toute façon, vous allez avoir des catastrophes économiques. Donc au Salvador, vous allez avoir des difficultés économiques majeures en Équateur, qui ont déjà commencé. Le Pérou. Vous avez des difficultés aussi en Colombie, au Chili. Chili qui était une économie extrêmement prospère d'Amérique du Sud est en train de partir en vrille. En plus, ce sont des pays qui ont très peu de pétrole.
Alors l'Équateur, il y en a un petit peu, et encore, la production a fortement diminué à cause des conflits sociaux. Et donc c'est des pays qui visiblement vont être en instabilité intérieure importante. Et je pense que tôt ou tard, les États-Unis devront remettre de l'ordre dans cette région du monde, et que, in fine, on reviendra à la dollarisation une fois que les États-Unis auront gagné, comment dire, le conflit avec la Chine et les tensions avec le conflit avec la Chine et les tensions avec la Russie. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais aussi alerter donc par cet article sur le Bitcoin. Faites très attention. Je sais que c'est la mode des chaînes sur le Bitcoin, etc. Et évidemment, vous avez des chaînes comme celle de Richard Détente qui fait un bon travail par ailleurs, mais sa chaîne sur le Bitcoin, je suis désolé, même si en effet, comment dire, il dit que ce qu'il fait, c'est pas des conseils, c'est juste de l'information, etc. Bon, quand vous pimpez le Bitcoin à longueur de vidéo depuis des mois, bon, évidemment que ça incite les gens à acheter du Bitcoin. Évidemment que ça les incite à acheter du Bitcoin. Or, vous voyez comment ça marche le Bitcoin. Or, vous voyez quels sont les travers intrinsèques de cette, j'allais dire, de cet actif, de cette chose, de cette monstruosité qu'est le Bitcoin, qui n'a aucune valeur, qui reviendra à zéro ou presque. Vous avez Luna le Bitcoin, la crypto Luna qui est revenue à zéro. Eh bien, je pense que le Bitcoin reviendra à zéro parce que c'est une monnaie qui ne vaut rien, parce que ce n'est pas une monnaie. Elle n'a pas de valeur intrinsèque, c'est juste une série de chiffres, d'algorithmes. En plus, c'est complètement stupide cette histoire de jeu de dés. Vous voyez qu'il y a énormément de billets qui sont liés à cela. Et donc, finalement, la seule valeur du Bitcoin, c'est de l'acheter et de penser que quelqu'un de plus stupide que vous pourra vous l'acheter à un meilleur prix. C'est ça la valeur du Bitcoin. Donc, c'est la valeur de la stupidité. Et quand vous avez quelque chose qui est intrinsèquement stupide, eh bien, il revient à zéro. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc je trouve extrêmement regrettable que comment dire, toute la présentation qu'on fait du Salvador, de Bukele, etc. C'est très sexy. Vous avez des présentations grandiloquentes. Ah oui, on va révolutionner le monde, etc. Et puis au final, quand vous voyez la crasse, quand vous voyez la médiocrité qu'il y a derrière toutes ces situations, les gangs, etc. Quand vous voyez la personnalité de Bukele, parce que je pense que si vous intéressez rapidement, si vous faites quelques recherches sur Bukele, vous allez quand même vous demander, mais comment ce gars est arrivé à la présidence du Salvador? Comment ce gars est arrivé là? Moi, je pense que ce qui est expliqué, comment dire, assez rapidement dans l'article concernant les gangs, etc., je pense que Bukele est en accord plus ou moins avec des criminels, avec des gangs, avec en tout cas toute une sous-société au Salvador qui a obtenu de l'argent pour ses campagnes, etc., et qu'ils ont fait des deals, en effet, pour qu'il y ait une certaine paix civile, ce qui lui a permis d'être élu et et de pacifier relativement le pays. Mais enfin, quand vous faites un deal avec des criminels, ça ne dure jamais très longtemps. Et on voit que c'est en train de lui revenir en pleine face. Il veut construire des prisons gigantesques, la prison la plus importante d'Amérique du Sud, et même du monde. Peut-être pas du monde, mais enfin l'une des plus importantes d'Amérique. Vous voyez que c'est en train de partir complètement en vrille. Et qu'au lieu de reconnaître ses erreurs, eh bien, il y a une fuite en avant, une espèce de fuite en avant, où on a l'impression de boire la coupe jusqu'à la lie. Voilà. Donc je suis vraiment navré que tous ces éléments ne soient pas plus connus par le grand public, et notamment les développements récents du Salvador, parce que ça montre vraiment les travers du Bitcoin, les travers aussi de nos gouvernements qui font n'importe quoi avec notre argent, et aussi, je dirais, la naïveté complice des populations qui pensent que l'argent est gratuit, etc. Et que, oui, ça peut... ce qui compte, c'est le prix, ce qui compte, c'est le symbole, ce qui compte moins, c'est la valeur. Et ils voient le prix, ils ne voient pas la valeur. Et eh bien, ils verront le vrai prix de la vraie valeur si ils ne font plus d'efforts, s'il n'y a plus de valeur de l'effort, du business, de la sécurité juridique, s'il n'y a plus de valeur, eh bien, le prix ira à cette valeur qui est à zéro. Voilà, tout simplement. Donc, je leur promets du sang, de la sueur et des larmes. Je le regrette fortement. L'Amérique du Sud est un très beau continent. Voilà, nous verrons bien prochainement. Donc voilà, j'espère que cet article vous a plu. C'était un petit peu long, mais il me semblait que c'était intéressant. Vous pouvez écouter en accéléré sur YouTube si vous y êtes habitué. Et donc, si vous avez apprécié, bien likez, partagez, commentez. Ça aidera comment dire, à la diffusion, à la publication de cette chaîne.
Et je dirais que j'ai créé un compte Twitter aussi, où je mets quelques articles, quelques publications Twitter qui me semblent intéressantes. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Vous trouverez aussi la vidéo de Bukele qui fait son show au Salvador avec son volcan, etc., avec sa soucoupe spatiale. Vous trouverez aussi des articles que j'ai mis dans la description de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous très bien. À bientôt.